podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, Les Gentilshommes avec Pascal Jaubert. Pascal, bonjour. Bonjour. Tu es donc podcasteur, tu es aussi comédien, réalisateur, scénariste. Tu t'es notamment fait connaître en jouant dans la série télévisée Seconde B. En 2017, tu t'es lancé dans l'aventure du podcast en créant donc, le podcast Les Gentilshommes avec deux amis de longue date, Dan et Connie. Le concept de ce podcast, c'est que vous invitez une femme pour parler avec vous d'une thématique, ou plutôt souvent d'une problématique qui est liée à sa vie amoureuse ou sexuelle. Parmi les thèmes que vous avez abordés, il y en a plein, mais ça peut être la confiance, les questions de virilité, de masculinité, s'accepter comme on est, la vie libertine, les apps de rencontre et beaucoup d'autres thèmes. Le podcast, il s'est arrêté en 2023 pour laisser place à de nouvelles aventures dont on parlerait en fin d'épisode. Pour commencer, j'aimerais bien te demander qu'est-ce qui vous a mené à vous lancer dans l'aventure de ce podcast en 2017 à un moment qui est quand même assez précoce pour le podcast en France. D'abord, merci pour cette très belle présentation, effectivement. T'as bien résumé le concept du podcast qui est toujours assez difficile à faire, bravo. Nous, ce qui nous a lancé, en fait, Dan, Connie et moi, on a toujours eu pas mal de projets. Donc, on a fait beaucoup de projets audiovisuels ensemble. Et je me souviens, je crois que c'était en 2014 ou 2015, on avait déjà fait un premier projet de podcast avec d'autres potes. Et c'était le début du podcast. C'était vraiment ça venait d'arriver, le podcast audio, et on était dans le sillage d'un podcast assez geek qui s'appelait l'apéro du Capitaine. Et on était un peu dans ce sillage-là, et c'est notre première expérience. Donc on était, je crois, 7-8, et c'était un podcast qui faisait 3 heures et demie. C'était vraiment interminable. On enregistrait ça chez un copain et qui participait aussi, et on avait plein de rubriques, et c'était vraiment ce qu'on imaginait du podcast. Après, on a arrêté, et moi, je suis tombé un petit peu dans le podcast. J'ai commencé à en écouter quelques-uns. Les deux principaux que j'écoutais vraiment à ce moment-là, c'était Transfert et Riviera Détente. Et je les écoutais en me disant, il y a un truc avec ce format, il y a un truc à faire. Moi, j'ai toujours été très créatif. J'ai commencé certes comédien, mais après j'ai écrit, j'ai réalisé, j'ai fait énormément de choses. J'ai fait beaucoup de choses, notamment sur le web. J'ai fait un long métrage sur le web qu'on a distribué en 2010 sur YouTube. YouTube avec 4 ans. Donc tu vois, j'ai toujours été un peu dans le qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qui se fait et comment s'approprier les nouveaux moyens de communication. Et je sentais qu'il y avait un truc avec le podcast, mais je savais pas quoi. En parallèle de ça, moi je faisais mon premier spectacle de stand-up. Et pour accompagner ce spectacle de stand-up, j'avais créé une web série, donc je faisais une série, donc j'étais en train de fabriquer ça en 2016. Et j'avais toujours l'idée du podcast qui tournait en toile de fond dans ma tête, en me disant, on l'a fait en 2014 avec les machins, c'est un média qui commence à monter, tu peux faire beaucoup de choses, tu vois, je voyais avec ce que faisait Henri Michel, ce que faisait Transfert, je voyais un peu les possibilités, il y a des possibilités d'interview, et puis comme je suis toujours en recherche de nouvelles choses, de nouvelles formes d'expression et de nouveaux sujets, et toujours parler de moi, de ce qui part de moi, de ce qui m'intéresse, pardon, c'est ça que je veux dire, pas de moi en tant que personne, mais moi en tant que centre d'intérêt. Et avec Connie, pendant qu'on faisait le montage de cette série, on échange toujours. Connie, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours échangé sur les idées. Dès que j'ai une idée, et surtout encore plus en ce moment, parce qu'on a développé, en général, je l'appelle, je lui dis, ouais, j'ai ça, tac, tac, tac. Et très rapidement, c'est bien, ça se creuse, c'est de la merde, on dégage, ou il faut le compenser, ou tu vois, en plus, Connie, il est toujours à défoncer mes idées. Il me le dit toujours, il dit, je vais faire l'avocat du diable. Je dis, heureusement, parce que sinon, on n'est pas là pour se taper dans le dos. Donc, il défonce les idées, il va toujours chercher le truc de merde qui fait que l'idée, elle peut pas marcher. Et moi, ça me force à trouver effectivement, ce truc-là, on va le dépasser en faisant ça, et du coup, ça va devenir une bonne idée. Et à chaque fois, on a les idées. Et on a eu l'idée de se dire, de mélanger ce côté podcast, donc qui est un média qu'on estimait d'avenir, et nos intérêts qui étaient les femmes, entre guillemets. Moi, j'avais vécu une rupture un peu difficile, j'ai des relations pas forcément évidentes dans mes relations sentimentales, dans la gestion de ces relations.
Connie, lui, il est marié. Il était marié à l'époque et il venait d'avoir son deuxième enfant. Donc, c'est d'autres problématiques. C'est plutôt comment continuer à être dans cette relation et à ce que ça se passe bien et à être une bonne personne. Et on a noté les idées et j'ai encore une photo de la feuille où on a noté les idées. Voilà, c'est quoi les idées? C'est ça, c'est un podcast. Le format, ce serait ça. Donc on a mis ce qu'on savait de l'audiovisuel en termes de format. Voilà, faut pas que ce soit trop long, faut pas que ce soit trop court. Comment on fait, comment on organise. Et il faut qu'il y ait du fond. Et après on s'est rapidement dit, est-ce que ce serait pas bien, ok, on peut le faire nous deux, est-ce que ce serait pas bien de rajouter quelqu'un, un troisième point de vue, une troisième chose. Et on a immédiatement pensé à Dan, avec qui on faisait des projets, avec qui on sait que le sujet pouvait parler, puisque quand on se retrouvait tous les trois, on parlait de ça. Ok. Donc c'est venu assez simplement. Et puis après on a mis en place. Alors comme d'habitude, il y a aussi une autre chose qui est vraiment géniale avec Connie, c'est vraiment quelqu'un qui est formidable. Moi je fonce et je réfléchis après. Lui c'est le contraire. Il va pas sortir un truc s'il a pas réfléchi. Donc du coup, Vous êtes très complémentaires, quoi. Exactement. Donc on a fait à notre rythme, à nous deux, c'est-à-dire que on a réfléchi, on a posé le truc, on l'a pas fait à l'arrache, on a loué des micros, on a loué machin. Après on a un savoir-faire en fabrication d'audiovisuel, donc on sait comment faire. Et on a fait nos 5 premiers épisodes chez un copain. Et puis voilà. Et puis après on a contacté Binge Audio et on a lancé le truc. Alors, on reviendra sur Binge Audio, mais avant ça, vous avez choisi quand même un format qui est un peu un pari, parce que c'est assez délicat. 3 hommes qui échangent avec une femme, donc déjà, il y a quand même une forme d'asymétrie, et une femme qui échange sur un sujet qui est assez vulnérable. Et je me demandais comment vous vous étiez positionnés, en fait, par rapport à ça, dans ce format-là, et peut-être au fur et à mesure du temps aussi. Pour nous, c'est pas un pari, OK. parce qu'on est habitué à le faire. Seule différence, c'est qu'il y avait des micros. Mmh. Mais nous, on est dans nos vies quotidiennes. Moi, je passe mon temps, enfin, avant même de faire les gentilshommes, je parle avec des femmes, j'écoute les femmes, j'aime le faire. Et on le fait avec Connie et Dan aussi de manière naturelle et spontanée. Donc, c'est aussi pour ça que cette équipe, elle s'est faite de cette manière-là, parce que c'est des gens où naturellement, spontanément, on le fait. On est capable de se poser 2 heures et sans ambiguïté, que ce soit en termes d'écouter pour séduire, pour être séduit, ou d'écouter juste de manière amicale. Il n'y a pas de... Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Donc pour moi, il n'y avait pas tant de paris que ça. Après, ce que tu dis, on s'en est rendu compte après. C'est-à-dire que quand on a fait les premiers épisodes, on a pris dans nos répertoires téléphoniques. On a pris nos copines. On a dit, ah tiens, elle, on pourrait parler de tel sujet parce qu'on sait qu'on en a déjà parlé personnellement, donc ça va le faire. Typiquement, le premier épisode, c'était Adeline, c'était une copine de Dan. Voilà, c'était pertinent. L'épisode sur la friendzone, c'est Anaïs, qui est toujours une amie à moi. Je fais des vidéos avec elle en ce moment. Et avec Dan, quand on a échangé, on a parlé d'Anaïs, on la connaissait tous les deux. On s'est dit, oui, bien sûr, on va parler de la friendzone avec elle, ça va le faire. Et donc, tu vois, il y avait pas ce questionnement quand on se retrouve avec des copines dans un studio. Alors, le studio, en plus, c'était une énorme pièce. Tu vois, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas ici, c'est petit. C'est une petite pièce. Tu mets 5 personnes ici, t'es pas bien. Là, c'était vraiment une immense pièce. C'était des gens qui nous connaissaient, qui savaient qu'on était des personnes bienveillantes, sans red flag, sans casserole au cul, tu vois. Et les 4 premières, ces 4-5 premières, c'était des vraies copines, des vraies amies. Donc, c'était un peu facile. Après, je sais que tu veux revenir sur Binge, mais Binge nous a fourni un nouvel endroit pour enregistrer. Et il y a eu un moment où on a reçu des gens qu'on ne connaissait pas, très rapidement. On a eu des invités qu'on ne connaissait pas. Et c'est là où on a pris conscience on est en train de demander à des filles qu'on ne connaît pas de venir un dimanche dans un studio d'enregistrement avec 5 mecs, 4 mecs, puisqu'il y avait Connie, Dan, moi, mais aussi Mitch, l'ingénieur du son. Et effectivement, c'est délicat. De leur point de vue, c'est délicat. Donc nous, notre travail, ça a été de se dire comment on fait pour les mettre bien. Donc déjà, on les speed pas, on n'interdit rien. Au début, elles sont toutes venues toutes seules, mais si tu veux venir avec une copine, avec un pote, machin, viens avec qui tu veux. Il y a pas de problème, c'est pas du tout un traquenard. Nous, ce qu'on veut, en gros, c'est que tu te sentes suffisamment bien et en confiance pour que quand tu te poses au micro, cette conversation n'ait pas l'air d'être une interview. On n'est pas stressé, on n'est pas, tu vois, et que ça coule de source. Du coup, pour revenir sur la collaboration avec Binge, comment ça se passe? Binge. Alors, ça se passe, on savait que Binge existait, on savait qu'il y avait des petits studios de podcast qui se montaient. Donc moi, Binge, très transparent, hein, vraiment, je le connaissais pas, et j'y croyais pas. Moi, j'ai un problème, c'est que je ne crois jamais en rien, je ne crois pas au contact, je crois pas. En général, j'envoie un mail, on me répond pas. Donc je me dis, à quoi bon envoyer des mails?
Et surtout, je sais que j'écris mal les mails. Moi, je vais droit au but. Bonjour, je veux ça. Est-ce que vous me le donnez? Enfin, tu vois, je fais pas les formules de politesse, je m'en bats pas les steaks. Moi, tu vois, si j'ai faim, je dis j'ai faim. Je vais pas dire bonjour, est-ce qu'il y a du repas à quelle heure? Tu vois, je suis trop droit au but. Et je le sais. Donc, je dis, on fait les podcasts. Déjà, nous, on sait qu'il n'y a pas, alors, pardon, pour revenir à un truc très important, et pour moi, ce qui est la force du podcast, c'est qu'on est libre. C'est-à-dire que demain, et je l'ai fait après sur d'autres projets de podcast, je veux sortir un podcast. Là, il est mardi, là, il est 11h15. Je peux créer un podcast, il est en ligne à midi. Concrètement, je n'ai besoin de personne. Il y a une Techniquement, autonomie, quoi. je n'ai besoin de personne. Et ça, c'est génial. C'est pour ça qu'on fait du podcast. Mais le problème, c'est que comme tu as besoin de personne, bah, tout le monde peut en faire. Et après, tu reviens dans ce côté un peu curation où il faut des gens qui puissent faire la communication du podcast. Parce que faire un podcast, c'est facile. La difficulté, c'est de le faire exister. Et c'est là où finalement, on s'est dit, bon, bah, on va aller chercher ailleurs. Mais si personne ne nous répond, on sait qu'on peut le mettre en ligne nous-mêmes et qu'on peut gérer nous-mêmes. Ça nous fait chier, mais on sait qu'on a cette option. Et en plus, il y a, je crois que c'est Henri Michel même qui envoie un message à Binge, je sais plus. En tout cas, je sais qu'il m'a boosté dans cette démarche. Et ah non, c'est une autre copine, c'est Sandy qui avait les contacts d'un mec de Binge qui me le donne sur Facebook. Et moi, je dis à Connie, écoute, rédige-moi le mail que je lui envoie, parce que moi, je suis nul en rédaction de mail. Donc, Connie a rédigé le mail. Moi, je l'ai envoyé à Binge parce que moi, je n'ai aucun problème à contacter les gens. Et voilà, enfin, tu vois, je me dis pas, je les ai contactés, ils vont blacklister. Ouais, je m'en fous, en fait. Je contacte les gens si j'ai envie de les contacter. Et il me répond tout de suite. On lui envoie les épisodes, on se voit dans le bureau. Et très rapidement, c'est lui qui nous dit un peu la diffusion. Il nous dit voilà, faut en diffuser un tous les 15 jours, on vous propose ça le jeudi, machin et tout. Et après, il nous propose de nous mettre à disposition des moyens d'enregistrement, à savoir un enregistreur et un lieu. Et très rapidement, on s'est dit bah ok. Et puis il a diffusé ça à partir de mars, fin mars 2017. Et il a commencé à diffuser ça. Et je pense que à l'époque, Binge était minuscule et qu'ils avaient besoin de contenu et que nous, on leur apportait un contenu qui était plutôt bienveillant, plutôt bien fait, même si au début, ils avaient, je me souviens, sur le tout premier épisode, ils nous avaient demandé d'enregistrer en plus de l'épisode un disclaimer, histoire de dire ce n'est qu'une discussion, c'est pas un avis de professionnel et tout. Et je pense que ça vient de leur expérience journalistique que nous, on n'a pas, enfin, on a un journaliste dans l'équipe, mais moi, je suis pas du tout journaliste, donc j'ai pas du tout cette manière de travailler journalistique. Donc le podcast, il est en quelque sorte brandé, il est labellisé Binge Audio, donc il est aussi diffusé par eux. Est-ce que ça a continué sur la durée ou pas? On a fait ça 3 ans, je crois. Je sais plus, on a arrêté en 2019 avec eux. Donc Ok. on a quand même, oui, pendant 3 ans fait partie de leur roster. Et après, on a arrêté parce que voilà, au bout d'un moment, on s'est dit qu'on pouvait aussi avancer de notre côté sans eux. En fait, on a fait très pragmatiquement le rapport entre ce qui nous apportait et notre manière de travailler. On s'est dit on peut continuer tout seul, on peut aller tout seul. Donc on s'est séparés en bons copains, en très bon. Il y a eu aucun souci entre nous et Binge Audio à aucun moment. Ok. Est-ce que t'as vu un moment particulier où le podcast a commencé vraiment à décoller et selon toi, c'est dû à quoi? Moi, j'ai vu 2 moments où ça a décollé. Le premier moment, c'est fin 2017. Les podcasts pour moi qui ont permis de faire décoller le podcast, c'est il y a eu Transfert, il y a eu Les couilles sur la table. Ouais. Victoire Tuyon, elle a fait vraiment un très bon taf et elle a vraiment fait décoller le format. En même temps, il y avait un peu la poudre aussi. Mais je pense que tu vois, c'est un effet un peu boule de neige. Il y en a un qui amène un, puis qui amène un, et puis qui fait monter. Puis après, t'as eu Bliss, après t'as eu Métamorphose, et t'as eu des podcasts indépendants qui sont devenus énormes. Et après, la dernière étape, c'est Legend. Pour moi, Legend, c'est et nous, quand on a imaginé, quand on est rentré sur ce média avec Connie, on s'est dit, il faudrait trouver le format qui fait que quand on dit podcast, on pense à quelque chose. Et pour moi, ça, c'est Legend. Pour revenir à ce qu'on disait sur qu'est-ce qui a fait décoller les gentilshommes. Donc toi, tu vois un effet réel de ces podcasts-là, donc tu parlais de la poudre, de Transfert, de Métamorphose, sur les écoutes des gentilshommes? Oui, clairement. À l'époque, on avait des petites études qui nous disaient que le podcast était un média qui était beaucoup écouté par des femmes. Même si, alors, moi, je dois dire une chose, je reconnais
très facilement mes torts, parce que j'ai quand même souvent tort. Je fais beaucoup de choses, donc parfois j'ai raison, mais en vrai, j'ai souvent tort. Les gentilshommes, quand on l'a imaginé avec Connie, on s'est dit, on va faire ça, et c'est les mecs qui vont écouter. On va faire ça pour nos potes. Et pas du tout. Mais non, Voilà. c'est les femmes qui écoutent. Écoute, c'est 80% de femmes. Donc on s'est complètement planté là-dessus, mais ça ne change rien. Mais le podcast est un média qui est consommé par des femmes, et apparemment, ce qu'on faisait leur a parlé. Moi, je peux pas te dire pourquoi. Je pourrais inventer et te dire oui, ça a marché, parce que le vrai du vrai, ce que personne ne dit jamais dans la com, c'est que je ne sais pas pourquoi ça a marché. J'ai des pistes d'explication. La première, c'est que là, on a créé un rendez-vous et qu'on l'a honoré. Et ça, c'est con. Mais en matière de podcast et de com, si tu fais ça, même si tu fais un podcast de merde, ça peut marcher. Et après, je pense qu'on a la force des gentilshommes, c'est notre sincérité. À aucun moment, on s'est dit, on va calculer quoi que ce soit. On est juste Connie, Dan, moi, avec une femme. Et tu vois, on dîne ensemble, des fois, tous les trois. Mais tu sais quoi, tu viendrais, ce serait la même chose. C'est les mêmes sujets, on parle de la même manière. On n'est pas dans un rôle, on s'est pas dit on va faire ça pour plaire à qui que ce soit. On est juste nous-mêmes. Notre dimanche d'enregistrement, c'est notre journée où on est avec les potes et où on devient un peu moins con parce qu'on propose à une femme de venir parler et on l'écoute et on échange. Et surtout, on a évolué aussi au fur et à mesure du podcast. C'est-à-dire que si tu écoutes les premiers épisodes, on coupe beaucoup la parole, on a des schémas d'expression qui sont pas ouf, et ils ont évolué. Et voilà. Et après, alors je les écoute pas trop. En général, quand je les fais, je les réécoute pas. Et là, en ce moment, comme je programme des rediffusions, j'en ai réécouté quelques-uns. Et je dois avouer que je suis très fier. En fait, quand je les réécoute, je me dis, bon, certes, c'est moi, mais enfin, tu vois, je dis ceci, mais je me dis, putain, c'est cool à écouter, quoi. C'est hyper cool. On forme une super équipe. On est vachement à l'écoute. On est vachement gentil. On est drôle quand il faut, mais enfin, tu vois, quand j'écoute le truc, je me dis, putain, mais c'est vachement bien. Et quelque part, je comprends que ça plaise. Après, je dis pas que ça marche à cause de ça, puisque c'est pas ça qui fait que ça marche. La qualité n'a malheureusement parfois pas grand-chose à voir avec le succès. En termes de com, est-ce que vous avez fait des choses spécifiques? Vous avez utilisé Instagram, mais pas tant que ça, si? En termes de com, au début, on faisait pas grand-chose. C'est Binge qui faisait tout. Donc, on s'appuyait beaucoup sur Binge. Et je sais plus, je crois que c'est fin 2018. On avait peut-être un Facebook, mais je suis pas sûr. Et fin 2018, on a été contacté par Cynthia, qui est devenue notre community manager, qui nous a proposé, qui nous a dit, les gars, ce que vous faites, c'est génial, mais vous avez pas Instagram, vous faites rien, c'est nul. Faisons quelque chose. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté avec Cynthia, qui est une personne fantastique et qui nous a fait la com. Donc, elle nous a fourni des idées. Elle a créé notre Instagram, elle a géré notre Instagram, c'est elle qui a fait la com. Et à partir de là, on a aussi encore passé un cap grâce à elle. Clairement grâce à elle. Donc, mais c'est elle qui faisait tout. Et sachant qu'il y avait la difficulté de la com, on a eu la vraie, on s'est tiré une balle dans le pied avec notre concept, c'est que on est resté à peu près anonyme tout le temps. Tu vois, on voulait pas être mis en avant, donc on filmait pas les épisodes. On voulait pas être mis en avant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voulait rester tranquille, parce que être connu c'est bien, mais tu vois, on voulait être peinard. La deuxième, c'est qu'on voulait pas profiter. On voulait pas devenir, tu vois, on veut pas profiter d'une nana qui vient nous donner son témoignage et du coup, ouais, nous on brille grâce à elle, machin. Tu vois, c'est pas notre démarche. Notre démarche, c'était pas ça. On voulait pas faire ça pour être connu ou pour ce genre de choses-là. Et la troisième, c'est qu'il y a énormément de femmes qui sont venues témoigner chez nous, qui sont sous pseudonyme et qui témoignent de manière anonyme. Donc c'est pas vraiment compatible avec la vidéo. Donc Cynthia, elle a dû faire de la com sans nous montrer. Et elle a trouvé des idées tout le temps. Enfin, elle a été géniale. C'était vraiment génial. Quand on l'a intégrée dans l'équipe, c'est une des meilleures choses qu'on ait pu faire.
Vous avez, aussi, donc créé un compte Tipeee parce que dans ce podcast, on parle aussi de modèle économique et de comment est-ce qu'un podcast, arrive, on va dire, à être viable, en tout cas à perdurer, dans le temps. Il y a plein de modèles qui sont possibles. Donc vous avez créé un compte Tipeee. Comment est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes allés chercher d'autres sources de financement, complémentaires? Alors pour le podcast, pour le financement, oui, on a créé un compte Tipeee. Je crois qu'on l'a créé, je sais plus, vers 2019 ou 2020, sur les conseils de mes copains Simon et Simone, qui eux aussi avaient un podcast qui était sur Tipeee et qui m'ont dit mais si Tipeee, en plus le mec de Tipeee, on le connaît, on faisait de la musique ensemble il y a des années. Donc ok, on va voir. Et il s'avère que oui, on a sympathisé avec l'équipe de Tipeee, on a créé le Tipeee. Alors c'est compliqué parce que en plus ni Connie, ni moi, ni Dan, on est à l'aise avec ce concept de demander de l'argent, de dire ouais, soutenir, machin et tout. Donc, c'était pas évident. Ça a moyennement marché jusqu'au confinement. Au confinement, ça a explosé. Je crois qu'au confinement, on faisait des mois à 1 000 € sur Tipeee. Mais on a trouvé les manières d'engager et du coup, ça a assez bien marché. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à un moment donné, on a même créé un club Discord accessible aux gens du Tipeee qui a été très actif pendant quelques années. Et voilà, donc effectivement, il y avait le Tipeee. D'un autre côté, on est rentré en en programmatique là, en publicité avec. Ah, vous avez mis de la pub programmatique? Ouais, on a eu de la pub programmatique. Je sais plus si c'était fin 2018 ou 2019, je sais plus. Mais on a eu ça et on a eu du host trading aussi. OK, vous avez eu du host trade avec des partenaires, du coup? Ouais, on en a eu un petit peu, suffisamment pour que ça marche. Mais pour moi, de mon point de vue de producteur de podcast, si je peux me permettre, la clé, c'est, je trouve que l'économie du podcast est faible, c'est dur, c'est très 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 dur. Il y a pas d'argent. Enfin, c'est à moins d'être légende, effectivement. Mais légende, pour avoir de l'argent, il produit 4 émissions par semaine, il a l'audio, la vidéo, donc il a des coûts euh, énormes. Et moi, au début de l'entretien, je dis que tout le monde peut faire du podcast. Donc c'est vraiment compliqué. Pour moi, le secret, en gros, j'ai envie de te dire, c'est de minimiser les coûts. Il faut pas que ça coûte cher pour que ce OK. soit rentable. Et voilà, c'est ça. Faut pas que ça coûte cher. Donc oui, les premiers, maintenant, le truc du podcast, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vidéos. Bah, tu veux faire de la vidéo, bah, faut le faire avec des iPhones. Faut faire avec les moyens du bord et gagner en notoriété et après gagner en gamme et en contenu. Mais l'économie du podcast, elle est très faible. Et tu vois, à la fin des gentilshommes, nous, on a vu les revenus programmatiques, typiquement, divisés par 10. Ah, c'est Vraiment. énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et là, ils continuent de diminuer tout le temps. Et tu dis, ah ouais, donc c'est. Et du coup, tu t'expliques ça par le fait que justement le secteur du podcast est un peu, essoufflé en termes de modèle économique et du coup les revenus diminuent ou? Pas du tout. Ça a diminué. Moi, j'ai eu un call à ce sujet avec Acast qui me disait en gros, le podcast, au moment où pour nous ça a diminué, c'est qu'il y a des gros qui sont venus sur le podcast. Typiquement, Lena Situation, Squeezie, des gens comme ça qui ont ramené leur communauté sur le podcast. Donc, ce qui fait que les annonceurs, ils sont plus intéressés par nous, même si on marchait bien. Mais nous, tu vois, quand on était, je crois qu'en le janvier de la dernière année, on était à 150 000 par mois, tu vois, 150 000 écoutes sur le mois. Mais c'est pas assez par rapport à une Lena Situation qui arrive avec Canapé 6 places et tous les annonceurs disent oh putain il y a Lena, vas-y on y va. Donc tout le budget il va chez ces gens-là et du coup chez les gentilshommes bah il y a plus de budget et donc économiquement je comprends tout à fait le truc et je me dis bah ouais c'est normal comme ça que ça marche et après bah voilà. Mais c'est la question que je me pose encore aujourd'hui quand je crée quand j'ai des nouvelles idées de podcast, quand j'ai des concepts que j'ai toujours, je me dis mais où est l'économie? Comment je vais gagner de l'argent avec ce podcast-là? Comment je vais gagner de l'argent avec cette idée-là si je l'utilise en podcast? Et maintenant, la seule solution que je vois, c'est de systématiquement faire de la vidéo avec. Pour pouvoir diffuser plus facilement, communiquer plus facilement et avoir plus d'audience? Ouais. Ouais, pour pouvoir, tu vois, là, typiquement, j'ai parlé je leur ai parlé, ça va faire 10 ans qu'on a imaginé les gentilshommes. Donc je leur ai dit, les gars, est-ce que ça vous dirait pas pour les 10 ans, on se fait genre 10 épisodes, histoire de revenir, pas du tout de revenir en mode on revient, on relance le podcast, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire ça, mais au moins de dire qu'est-ce qu'on a appris en 10 ans, qu'est-ce qui a changé, la carte était comme ça il y a 10 ans, comment c'est devenu aujourd'hui, et de faire 10 épisodes, et clairement, si on le fait, ce serait en vidéo.
Là, on prendrait la formule. En plus, c'est un savoir-faire qu'on a, on sait faire, on a le matos. Alors, c'est un peu compliqué parce que je viens de dire il fallait minimiser les coûts, mais on a aussi des partenaires, on sait avec qui s'associer, on sait qui peut nous accompagner pour que la vidéo nous coûte le moins possible. Et évidemment, c'est des gens qui sont aussi des amis avec qui on va partager après en se disant bah si ça rentre, tout le monde croque le gâteau. Il y a ça. Moi, enfin, pourquoi j'ai fait ce podcast avec Dan et Connie, c'est que dans ma vie aujourd'hui, je ne bosse que avec des gens que j'apprécie. Ça, c'est, Ouais. je sais pas si on peut dire que c'est un luxe. Ah, bah, c'est un luxe. Ouais, je bosse pas tout le temps, du coup, mais tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire, si j'aime pas cette personne, bah, je vais pas y aller. Ou alors, il y a vraiment beaucoup d'argent, mais tu vois, j'ai plus le temps. Et donc, je préfère faire ça avec des gens que j'apprécie. Vraiment, quand on faisait nos enregistrements avec Dan et Connie, c'était le dimanche, c'était notre dimanche détente, quoi. Ouais, c'était fun et c'était pas du tout un truc, rébarbatif à faire et cetera. C'était un plaisir. Et en plus, je te dis, on ressortait à chaque fois moins con. On ressortait, on avait appris des trucs, on avait parlé Ouais, vous avec. aviez appris des trucs, ouais. On a appris Est-ce des que trucs, et on a permis à des gens qui vont nous écouter d'apprendre les mêmes trucs. On se dit putain, mais on est utile quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, justement, cette aventure, Ça m'a apporté un regard vraiment différent. Je pensais que j'étais à peu près bienveillant et tout ça, mais pas du tout. Enfin, si je l'étais, mais ça m'a apporté vraiment, ça m'a élargi le spectre de tout ce que peuvent vivre les femmes à tous les niveaux, toutes ces choses dont on ne se rend pas compte. Tous ces discours qu'on peut avoir en tant que mec en disant oui, si, ça, c'est plus facile, machin. Pas du tout. On a tous des difficultés et les femmes ont des difficultés. Et la difficulté principale qu'elles ont, c'est qu'elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas écoutées et que ce qu'elles vivent est minimisé. Et quand tu fais ce podcast-là, tu te rends compte que même en pensant ne pas être des gens qui font ça, bah, tu l'es. Et donc, tu vois, ça m'a élargi là-dessus. Donc ça m'a rendu moins con, je te dis. Pour moi, ce que j'en retire, c'est que vraiment, je suis moins con par rapport à ça. Je suis plus ouvert. Voilà, j'entends et je comprends et je soutiens énormément de ce qui se passe, des combats féminins et des combats pour les femmes et pour les droits des femmes, quoi. est-ce qu'il y a un épisode qui t'a marqué en particulier? Je pense que c'est une question qui est difficile parce que vous en avez fait énormément, mais est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête? On en a fait plus de 300. Je saurais pas te dire parce qu'en plus quand je les réécoute, je me dis putain, c'est vrai on a appris des choses. Non, je saurais pas te dire. Il y en a eu des traits forts avec Marie sur la résilience où elle nous a raconté un peu sa vie des violences sexuelles qu'elle a subies depuis qu'elle était enfant jusqu'à sa vie de femme. C'était une femme de 50 ans, je crois, ou 55 ans qui était venue nous raconter ça. Non, je saurais pas te dire parce que en plus, tu sais, je garde pas forcément un souvenir des épisodes, mais je garde un souvenir des moments, des enregistrements. Je garde tu vois, je garde un souvenir de l'instant, du lieu où on était, de l'émotion qu'on a eue à ce moment-là. Mais, euh, mais non, je saurais pas te dire. Et puis tous les épisodes ont été cool, quoi. C'était Mmh. vraiment des moments. Je remercie toutes les femmes qui sont venues se prêter au jeu et qui sont venues nous raconter parfois des choses très très intimes, quoi. Vous avez, aussi d'ailleurs élargi, le format en proposant, des épisodes hotlines et puis Ouais, ensuite, des épisodes avec réponse de meufs, réponse de ou meuf. du coup, et réponse de mecs aussi qui, d'ailleurs continuent. Les 2 continuent, c'est ça? Réponse de meufs sur réponse de mecs? Non, en fait, je Non? rediffuse. Tu rediffuses, OK. Je fais que de la rediff là. Réponse de mec, réponse de meuf, pareil, ça m'a beaucoup plu à un moment. Et après, j'ai atteint une difficulté dans le format où j'avais du mal à obtenir des réponses sincères et j'avais du mal à obtenir des choses. Et, euh, et je me suis dit, si je voulais que ça marche, il fallait que je le prépare différemment et j'avais plus trop envie. En fait, j'avais envie de remonter sur scène à ce moment-là. Donc et j'avais pas l'énergie pour tout. Donc on a un peu calmé, mais c'est des formats que je trouve passionnants. Et si j'arrivais à les refaire, à me dire, voilà, je me pose et je trouve une force de production, c'est des formats qui sont vraiment intéressants parce que c'est à la fois marrant et intéressant parce que tu as les deux, tu as le touchant et le marrant. Et c'est intéressant. Je pense quand tu es spectateur, quand tu regardes ça, ça peut marcher, ça peut plaire, quoi. Et les épisodes de Réponse de mecs et meufs, il y en a certains qui sont super, quoi. Parce qu'à un moment, en fait, j'enregistrais les réponses de mecs meufs, je les enregistrais comme les gentilshommes, donc on était 3 et 1.
Et après, j'ai augmenté les gens, c'est-à-dire que tous les gens qui participaient dans toute la journée étaient présents dans le studio. Donc, ils pouvaient interagir, ils pouvaient prendre le truc. Et parfois, il y en a où les épisodes étaient plus longs parce qu'il y en a un qui n'était pas à la table à la base, mais qui voulait apporter sa pierre à l'édifice. Donc, ça devenait vraiment, vraiment passionnant. Et c'est aussi pour ça qu'après, même sur les gentilshommes, on a fait des débats. Parce que sur les derniers épisodes, on était en public, donc on les enregistrait, il y avait 150 personnes dans la salle. Et on avait les micros qui allaient dans la salle parce qu'on a toujours été partie de ce principe-là. Tiens, pour revenir sur une des autres raisons pour lesquelles les gentilshommes n'ont pas plus été énormes que ce que ça aurait pu être, on n'a jamais reçu de gens connus. On n'a jamais voulu aller sur les gens connus. Et on sait aujourd'hui, moi je le sais en matière de com, tous les médias qui cartonnent, c'est parce qu'ils ont des guests. Ouais, on en parlait dans l'épisode avec Grégory Puy, justement, de Vlan, qui disait qu'une des façons de décoller pour un podcast, c'est d'inviter des gens connus, voire de faire que ça. Exactement, tu fais que ça et à un moment ça marche. Mais nous, on l'a jamais fait parce que c'était pas dans notre logique. Parce que les gens connus, on sait ce qu'ils donnent. Ils donnent la promo, ils donnent machin. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était la vérité des gens. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a marché, c'est qu'on avait des gens lambda. On avait des gens tout à fait normaux qui n'avaient rien à vendre, qui n'avaient pas besoin de leur apparence. Et ça, putain, mais je chéris ce format-là de me dire, bah, je connais pas ces gens, donc du coup, ils sont comme moi et je sais plus pourquoi je te disais ça, mais ça, c'est quelque chose d'important pour nous d'avoir permis à des gens qui n'ont rien à vendre de communiquer. Ouais, l'authenticité, c'est ça qui fait aussi que finalement le podcast, il est crédible. Ouais, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment authentique. Et tu vois, au tout début, on a eu des critiques sur le fait qu'on était très hétérocentré, qu'on recevait que des meufs, machin et tout. Et on s'est dit, bah ouais, c'est nous. Enfin, tu vois, je vais pas faire genre, je m'intéresse à la sexualité des mecs, je m'en fous, en fait. Enfin, des mecs entre eux, je m'en fous. Moi, je suis hétéro, je suis désolé. Et c'était authentique parce que, bah, on n'allait pas se travestir et se dire, alors on va s'intéresser à tout pour avoir le panel. Non. On va s'intéresser à ce qui nous intéresse. Et s'il y a d'autres choses qui intéressent d'autres gens, comme c'est très facile de créer un podcast, ils peuvent créer leur podcast sur ce sujet. Et moi, j'ai créé après d'autres podcasts sur d'autres trucs parce que justement, c'est facile. En 2023, vous avez fait le choix d'arrêter le podcast. Pourquoi ? 2023, ça faisait 7 ans qu'on le faisait. Il y a eu 3 raisons. La première, avec le recul, il y a une des raisons, on s'en est rendu compte, ça faisait 2 ans qu'on cherchait des nouveaux formats, qu'on essayait de se diversifier. Juste avant d'arrêter, on avait fait un peu de vidéo, on avait essayé, tu vois. Donc, on était en train de rechercher des choses pour nous-mêmes nous renouveler. Donc, ça veut dire que déjà, on arrivait à un moment où on se disait peut-être qu'on tourne un peu en rond, mais nous, c'est-à-dire qu'il y avait des sujets, mais nous, on se disait, on veut continuer de se réinventer. La deuxième raison, c'est que Dan, il a lancé un média qui s'appelle Climax, qui est un média génial, qui parle d'écologie et du greenwashing et tout ça, qui est vraiment bien. Et ça lui prend de plus en plus de temps. Et c'est pas un petit média qui peut faire comme ça. C'est pas les gentilshommes. Donc ça lui a pris vraiment tout son temps, toute son énergie. Et on pouvait plus, à un moment donné, coordonner. C'est-à-dire, on n'arrivait même plus à se trouver le dimanche par mois pour enregistrer. On s'est dit, OK, on va pas continuer sans Dan. Et la troisième raison, c'est que, économiquement, comme il n'y avait plus les revenus, on s'est dit, alors attends, nous, on était en pleine bourse, c'est-à-dire on produisait énormément de contenu, on produisait la hotline, on faisait les gentilshommes, on essayait de chercher des nouveaux formats, on faisait les soirées et tout, et on voyait les revenus qui fondaient, on se disait, attends, on va pas s'y retrouver. Et surtout, on va pas s'y retrouver dans notre authenticité, notre plaisir, puisque on tourne peut-être un peu en rond nous-mêmes. Donc on s'est dit, bon, allez, on finit, on fait une soirée, on finit en beauté, on se fait les trucs comme on aime, mais surtout on met une pierre finale bien. Donc voilà, j'ai envie, pour moi, après c'est mon point de vue, hein, eux peut-être qu'ils ont d'autres manières de dire, mais je sais que quand je leur ai proposé, quand je leur ai dit, voilà, là on a réservé la salle le 11 février, vu comment ça se passe, vu les enregistrements, vu les dispos, machin, est-ce qu'on n'arrêterait pas là? Comme ça, on arrête, on est bien, on est beau, on a fait un bon truc, on peut être fier, on peut regarder en disant, on a fait les gentilshommes, c'est bien, ça a toujours été bien, il n'y a pas un moment où c'est devenu moins bien. Et on s'est dit, OK. Et voilà. Et on s'est arrêté en très bons termes, comme je te disais. Là, je déjeune avec Connie demain, je vois Connie très régulièrement. Dan, on se voit aussi régulièrement. On a dîné ensemble il n'y a pas très longtemps, donc ça reste des amis et on a toujours une vie amicale en dehors du podcast.
Vous vous êtes lancés du coup chacun dans vos aventures respectives. Toi dans le podcast Au cœur des hommes que tu as arrêté en avril, je crois dernier, mais Ouais. qui a dû quand même te prendre pas mal de temps. Tu mentionnais aussi effectivement Dan avec son média et puis Connie qui a créé je crois une anti-app, La Fabrique de l'Alchimie. Est-ce que ça c'est toujours en cours? Non, 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 je pense que on n'en parle plus. Il a vraiment développé, il a vraiment bossé. Connie, je te disais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Donc, il va pas lancer l'app tant qu'elle est pas carrée. Et à chaque fois qu'il la rendait carrée, il se rendait compte qu'il y avait ce souci juridique, ce souci de massin, ce souci. Et en fait, au final, je crois que là, c'est plus vraiment d'actualité. Il y a passé énormément de temps, mais j'ai pas l'impression que ce soit d'actualité. Après, Connie, il a fait le spectacle avec moi. Moi, je suis monté sur scène pour faire réponse de mec, réponse de meuf, et ensuite l'amour en question. Mais moi, j'étais sur scène, mais Connie, il était en coulisses. Il a tout écrit avec moi. Enfin, c'est le cerveau, quoi. Moi, je suis juste derrière le micro, mais c'est lui qui a tout imaginé. Donc, il a contribué. Enfin, voilà, on a fait ce projet ensemble. Ouais, L'amour en question, justement, c'est un spectacle qui, je pense que tu as aussi, enfin, que vous avez écrit à partir de votre expérience aussi dans Les Gentilshommes et qui finalement a le même principe, c'est-à-dire c'est à la fois intime et humoristique, même si je t'ai pas vu sur scène, mais j'aurais bien aimé. Et du coup, et voilà, qui questionne sur les relations amoureuses. Tout à fait. Ça, est-ce que c'est un projet qui est toujours en cours et que tu essaies de développer plus, il me semble, en région, c'est ça? Oui, alors c'est un peu difficile parce que je suis tout seul, j'ai pas de production, donc à un moment donné je me fatigue. Ouais, je l'ai joué beaucoup à Paris. Là, ce que j'essaye de faire, c'est je le joue des bouts de ça quand je fais mes scènes ouvertes, mes plateaux de stand-up au Joke notamment. Donc ça c'est à Paris où j'en fais des petits bouts et j'affine encore quelques trucs. Et l'idée c'est que dès que je peux, oui, j'ai envie de le jouer en région. Donc c'est un bon spectacle, donc il est toujours, pour moi, il est toujours d'actualité. Et dès que je pourrais à nouveau remettre mon énergie dans la recherche de salles et pouvoir me dire, bah, je vais pouvoir le jouer régulièrement, et ben je le referai avec plaisir parce qu'on a vraiment bossé beaucoup. On a commencé par faire réponse de mec, réponse de meuf, donc adapter le podcast en spectacle, et puis de fil en aiguille, c'est devenu ce spectacle. Il fait du bien aux gens. Donc quand on ressort, on est content, on se dit putain, on a contribué à quelque chose. Les gens communiquent, c'est différent, c'est à la fois du stand-up, mais c'est aussi un peu participatif, mais pas que. Donc c'est très cadré, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc j'en suis très content. Mais pour l'instant, j'ai pas encore de vision sur quand est-ce que je vais pouvoir le reproposer sur scène en entier. Ok. Et puis tu es aussi lancé dans les vidéos Ouais, À tes amours avec donc la comédienne Anaïs Richez, je crois si je ouais, prononce bien son nom, tout qui à fait. elles sont devenues virales sur les réseaux sociaux, puisque donc vous cumulez quand même plus de 20 millions de vues, en plus de 23 millions de vues pour être exact, et qui sont des vidéos. Comment tu les décrirais? Je pense que tu en parleras mieux que moi. Écoute, moi, c'est des petites. Je sais pas, c'est le pitch à la base quand j'ai imaginé le truc, c'était une histoire d'amour qui du début à la fin. Donc c'était vraiment à chaque fois une minute tirée d'une histoire d'amour qui progresse. Après là, ça a un peu évolué. Je me prends plus la tête avec la fin. Je me dis juste tiens, j'ai cette scène, j'ai cette situation, c'est marrant, je développe. Mais ouais, c'est un peu un gars une fille quoi. C'est une rencontre et c'est des gens qui se découvrent. Alors moi, le point de départ quand je m'étais dit, c'était un peu ils se disent ce que d'habitude on ne se dit pas. Genre, tu ressembles pas à ta photo dans le premier épisode, tu vois. C'est des trucs qu'on dit après à ses potes, mais qu'on dit pas à la personne sur le coup. Et je me suis dit, bah, ils vont se dire les choses qu'on ne se dit pas. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, au fur et à mesure de l'écriture, j'imagine plein d'autres situations. Et ouais, ça a bien marché de manière, enfin, marché, ça a fait beaucoup de vues. Comme le podcast, hein, il y a pas d'argent derrière. Mais ça fait beaucoup de vues et surtout, c'est de qualité. C'est-à-dire, au-delà des vues, les vues, c'est cool, c'est une bonne chose. Mais surtout, moi, c'est quelque chose dont je suis très, très, très fier. Je suis hyper fier de la manière dont c'est fait, dont c'est écrit. J'ai bossé avec Ben, un réalisateur qui est absolument incroyable, qui a rendu tout ça magnifique. Anaïs, elle est géniale. Chaque épisode, quand je les écris maintenant, en plus, je me dis, bah, elle peut faire ça, elle peut faire ça. Là, je suis en train d'en écrire un où je vais la faire pleurer et tout, parce que je me dis, bah, elle peut tout jouer, donc autant pousser. Et c'est vachement tiré des gentilshommes aussi. Hein. Enfin, tu vois, mon écriture, enfin, j'ai écrit son personnage en pensant à toutes ces meufs que j'ai reçues et qui m'ont dit des choses et donc que j'ai écouté et je peux pas écrire enfin, j'ai toujours écrit des films. Mais aujourd'hui, je peux pas écrire un personnage de femme de la même manière que je l'écrivais il y a 10 ans. Hmm. Sinon, ça veut dire que j'ai rien appris.
Et c'est pas le cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup Pascal pour cet échange et donc je rappelle qu'on peut continuer à écouter, Les gentilshommes ou Les Ouais, gentilhommes, on peut dire les ouais, 2, Réponse de mec, réponse de meuf et Le cœur des hommes, donc sur podcast.fr et bien sûr sur toutes les applications et aussi te suivre sur les réseaux sociaux. absolument. Merci beaucoup et bonne continuation à toi et à ton podcast. C'est bien de faire ça. Bravo. Yes, merci, on est convaincus aussi que ça peut servir beaucoup. Exactement.